Ok. Donc on s'est arrêté. Ah, par contre, parce que les 15 minutes qui ont fonctionné la fois dernière, je me suis rendu compte que je criais. Donc, bon, vous déjà, vous m'entendez bien, alors j'imagine dans le micro. Je fais un bruit de dingue. Et en plus, j'ai une voix hyper aiguë quand je crie. Je pourrais pas un peu. Donc, je reparle normalement. Donc, n'essayez pas de crier. Alors, on a terminé ici l'idée globale que je voulais vous transmettre, qui est que les protéines ont une structure tridimensionnelle, en 3 dimensions, qui est hyper importante, plus importante que d'autres. Donc on avait vu les phospholipides, et l'important c'est la charge. Il y a une charge négative attirée par l'eau, une charge négative, une autre non chargée qui n'était pas attirée par l'eau. Donc on a vu différentes caractéristiques. La caractéristique principale des protéines, c'est le fait que c'est des structures 3D et que c'est sa structure 3D qui donne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle fonctionne grâce à sa forme. Si elle n'a pas la bonne forme, elle ne fonctionne pas. Ok. Et oui, alors je pense pas dans ma pause de midi. J'ai donné l'exemple de l'albinisme. Pas ici, je vous montre ça, c'est ça. Je vous ai donné au cours précédent l'exemple de l'albinisme en disant que s'il y a une des protéines de la chaîne qui est censée être un catabolisé. Elle est censée cataboliser et donc permettre une chaîne de réaction. Ok. Eh bien, j'avais dit, si elle est mal formée, que ce soit l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, eh bien, du coup, on n'a pas de mélanine formée normalement, et plus c'est tôt dans la chaîne, plus ça donne d'autres problèmes de santé, parce que c'est d'autres intermédiaires qui ne sont pas fabriqués. Et je me suis rendu compte que quand on parle d'albinisme, souvent, du coup, on voit des personnes africaines ayant l'albinisme. Mais donc l'albinisme existe partout. Hein. Donc ça, c'est pas du tout lié à l'autre explication que je vous ai donnée sur la pigmentation en disant il y a des êtres humains qui ont la pigmentation et donc la synthèse de la mélanine qui est synthétisée en continu et d'autres qui ont besoin d'un déclencheur pour la synthétiser. Okay, ça ne change rien. Okay, le problème ne se situe pas là dans le cas dont je parle, mais par contre, c'est bien la synthèse de mélanine. Et par contre, tout le monde en synthétise de la mélanine. Et même le plus blanc des blancs, il synthétise quand même un minimum de mélanine. Et il y a quelque chose, l'exemple de mon père, qui est nordique, et qui lui synthétise pas beaucoup de mélanine et qui crame assez vite, il a un vide bien rouge, et il en synthétise quand même un minimum. Okay, et donc, l'albinisme, chez lui, par exemple, ça va donner les yeux bleus qu'il a, donc ça n'a rien changé. Par contre, il aurait eu les cheveux pratiquement blancs et la peau vraiment blanche. Et donc une sensibilité encore accrue au soleil. Okay, donc tout le monde fait quand même un minimum de mélanine, et c'est d'ailleurs ça qui va donner aussi la couleur des cheveux. Donc l'albinisme, il existe partout dans le monde, et c'est juste que celui qui est le plus connu, c'est en Afrique subsaharienne, on parle d'albinisme. Donc quand on pense à un albinos, souvent on pense à une personne d'Afrique subsaharienne qui ne fabrique pas de mélanine, mais tout le monde en fabrique. Tout le temps ou lié à un facteur extérieur, et au final, le résultat est le même, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas de mélanine et donc pas de protection au soleil. Donc c'est des personnes qui doivent se protéger du soleil. Ceux qui ont, l'an dernier, il y avait quelqu'un qui avait dans sa famille de tantes albinos, je pense. Elle est originaire d'Afrique subsaharienne, qui était camerounaise, et elle expliquait que effectivement c'était un albinisme relativement faible, puisqu'il fallait juste que ces 2 temps se protègent du soleil. Ils se protègent juste du soleil, ça suffisait. Il y en a qui ont des versions beaucoup plus sévères et où le soleil pose vraiment problème. Donc ça dépend aussi, il y a différents types de mélanine. Un slide qui arrive après, je ne sais pas si c'est déjà maintenant. Ah, il a dit que ça marche plus. Donc on a différents types de mélanine aussi, qui sont dans tous les cas des pigments, mais qui sont des pigments de couleurs un petit peu différentes. Ouais, c'est plus tard. L'idée de ce que je vais expliquer par là, c'est que aussi ça va dépendre de quelle mélanine n'est pas synthétisée. Et donc, il y a une grande variété dans l'albinisme qui va aller jusqu'à pas de pigmentation du tout au niveau de l'iris. Et là, ça va vous intéresser, on en reparlera après, des différents pigments de l'iris.
et pas du tout de pigment de l'iris, ça va aussi jouer un rôle, pas seulement sur la couleur des yeux, mais sur tout ce qui est aussi protecteur. Okay, une protection de la peau. Mais je vous dis, la mélanine, on a dans les cheveux, au niveau de l'iris, au niveau de la peau, il y a 2 endroits où on a de la mélanine. Okay, et donc l'albinisme, il comprend toutes les personnes qui ne fabriquent pas de mélanine. Alors, ici, rôle des protéines, donc à nouveau, je recommence avec le rôle des protéines. Matériel constitutif des tissus qui lui confèrent ses caractéristiques, fibres, kératine et mélanine, donc de nouveau, les fibres par exemple, quand on parle de fibres, non pas des fibres végétales. Vous avez donné l'exemple des tiges fibreuses du maïs, et là je vous avez dit c'est des fibres du pain gris. Hein. Les fibres du pain gris, c'est pas des mêmes fibres, c'est des fibres végétales. Et ça, par contre, les fibres végétales, c'est des chaînes de sucre. Hein. C'est la cellulose dont on avait parlé, qu'on n'était pas capable de digérer. Mais ici, on parle des fibres, plutôt des fibres qu'on va trouver dans les cellules. Vous allez voir qu'en physio, on a parlé pas mal de fibres, et on va continuer. On a parlé des fibres de collagène et tout ça. Et tout ça, c'est des fibres qui vont être des protéines. Ça va donc c'est aussi important. Processus vitaux, dont son rôle, c'est principalement, comme exemple, l'hémoglobine ou l'albumine. L'albumine, c'est une protéine de transport dans le sang. Elle transporte pas mal de molécules, dont par exemple tous les médicaments que vous prenez, elles sont souvent transportées dans le sang grâce à l'albumine. Ensuite, un rôle d'enzyme, de catalyseur, et un rôle de défense, et c'est ce qu'on va trouver dans les lysosomes. Les lysosomes, on verra dans différents organismes que c'est un organisme particulier qui est une sorte de biodigesteur. C'est l'organe de digestion de la cellule, à l'échelle de la cellule. Et donc ça va être des sortes de bulles qui vont contenir des protéines de dégradation, donc des protéines qui vont digérer, qui vont permettre de casser, si vous voulez, des chaînes de liaison. On avait parlé des protéines, vous vous souvenez, qu'il fallait des chaînes d'acide aminé qu'il faut couper en petits morceaux pour récupérer l'acide aminé et l'utiliser. Et bien, quand une cellule, par exemple, elle phagocyte une bactérie, donc vous êtes attaqué par une bactérie, vous avez un globule blanc qui va essayer de manger cette bactérie, ben après il faut la tuer, il faut la décomposer. Mais quand une cellule décompose quelque chose, il y a toujours une part qu'elle va recycler. Donc quoi qu'il arrive, elle va recycler une partie, elle va envoyer comme déchet l'autre partie. Okay, ces organes de décomposition, ce sont les lysosomes. Okay, donc c'est les lysozymes, c'est l'enzyme digestive qui est dans le lysosome. Mais on verra ça plus tard. Donc c'est des enzymes digestives. Toutes les enzymes digestives d'ailleurs, hein, on en a d'autres. Hein. Amylase, protéase, on a plein d'enzymes digestives qui permettent de disloquer. Donc là, dans ce cas-ci, c'est plutôt de casser plutôt que de fabriquer. Hein. Ça va permettre de la lyse, le fait de casser des macromolécules. Même des protéines. C'est des protéines qui cassent des protéines. Alors, mode de fonctionnement de l'enzyme. Ça, je vous demande de refaire le schéma. C'est un schéma vraiment important. Au niveau des enzymes, donc c'est bien, on a dit ici par exemple, la saccharase, ce qui va permettre de casser la saccharose. Protéase, qui casse les protéines. Ok, c'est pour ça. Hein. Ase, c'est comme le lyse qu'on a vu jusque-là. Donc ici on a du saccharose, vous voyez bien la forme du saccharose. Et ici vous voyez l'enzyme. On comprend assez facilement qu'il y a de nouveau un jeu de puzzle, hein. Ça doit aller se mettre exactement ici. Et c'est ce qui va se passer. Donc quand ça rentre, ça vient se mettre exactement dans les deux trous qui sont prévus à cet effet, et ça va venir casser la liaison qui est entre les deux. Ok ? Donc ça c'est mon enzyme saccharase qui va donc recevoir le saccharose et couper le saccharose en deux entités distinctes, et puis les libérer en glucose et en fructose. À nouveau, pour que ça ait lieu, il faut de l'eau. Hein, vous voyez ici, il y a de l'eau. Donc je vous dis, par exemple, casser des liaisons, il faut une molécule d'eau qui permet de stabiliser les deux et de les séparer. On ne casse pas avec du coup un O- et un H+, là qui traînerait comme ça. Tu mets de l'eau, donc il y a le H+, va avec le côté O- et le OH- va avec le côté H+, et on reneutralise.
Donc l'eau sert souvent pour, si tu casses quelque chose, neutraliser les deux parties qui sont cassées. Donc il faut une enzyme et de l'eau, donc une protéine. Le mauve là, c'est une protéine, une grosse protéine, vous voyez bien qu'elle a une forme particulière. Donc ça c'est bien la structure tertiaire ou quaternaire d'une protéine. Okay. La saccharase, c'est sa forme tridimensionnelle finale. Donc à la base, ce truc mauve, c'était bien un collier de perles, donc plein d'acides aminés qui se sont accrochés les uns aux autres, qui se sont repliés sur eux-mêmes en hélice ou en feuillet, et puis qui se sont repliés encore pour donner une structure tertiaire. Soit on s'est arrêté là, soit il y a encore une autre partie qui est venue, et les deux ensemble nous ont donné la saccharase. J'en sais rien pour la saccharase en particulier, mais c'est le mécanisme général des protéines. Ça va ? Et du coup, elle a obtenu cette forme qu'elle doit avoir et qui lui confère un rôle, qui lui permet d'être fonctionnelle et de casser la saccharose en deux. Si maintenant le site ici était mal fait et donc il serait un peu de travers, eh bien, résultat, on ne serait pas cassé la saccharose et donc on n'aurait pas accès à ce sucre. Un exemple que tout le monde, enfin, je crois que je dis ça, en fait, tout le monde est là. La lactase. La lactase, là c'est une enzyme qui casse quoi à votre avis ? Le lactose, c'est aussi simple que ça. La lactase, c'est une enzyme dont on a tous la recette de l'eau dans notre code génétique. Donc notre ADN sait synthétiser de la lactase. Mais chez certaines populations, il y a de plus en plus de mutations génétiques qui font qu'ils ne fabriquent pas de lactase. Les pays du Nord, les pays nordiques, ont très souvent une mutation génétique qui fait qu'ils ne digèrent pas la lactase. Mon père venant de Finlande, j'ai gentiment hérité de ça. Si tu ne sais pas digérer le lactose, tu ne seras pas de tuer. Juste que le lactose, tu ne le digères pas. Il y a plein d'autres formes de sucre, mais le lactose, tu ne sais pas l'assimiler. Il faut le casser en galactose et glucose pour pouvoir l'assimiler. C'est-à-dire que moi, si le sucre du lait, le lactose, il passe. Okay, il n'est pas assimilé. Je ne vais pas prendre le sucre ou l'énergie que je pourrais trouver là-dedans. Par contre, le problème de ce genre de choses-là, par exemple, si tu ne fais pas de lactase, si tu n'es pas capable de casser le lactose, ton lactose, au lieu d'être cassé en deux et d'être digéré au niveau de ton intestin, mais il continue sa course. On est d'accord ? A priori, et puis il va être évacué. Sauf que dans votre tube digestif, on a plein, et particulièrement dans le côlon, il y a plein d'Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une bactérie qui, elle adore le lactose comme source d'énergie. Elle adore. Donc, qu'est-ce qui se passe quand toi-même tu ne digères pas le lactose ? Il va se retrouver au niveau de l'intestin. Si tu digères le lactose, il n'y en a plus. On est d'accord ? Il est décomposé, donc dans le bol alimentaire, il n'y en a plus à la fin. Si maintenant tu ne le digères pas, ce lactose reste, puisqu'il n'est pas assimilable, donc il reste dans le bol alimentaire et il arrive au niveau du côlon. Et donc, du coup, ces Escherichia coli, ces bactéries qui adorent le lactose, c'est la fête. Elles ont full énergie. Une bactérie qui a full énergie, ça lui donne une activité de dingue. Une activité de dingue, c'est comme une usine. Ça produit des déchets. Et donc, c'est ça qui va en fait créer des gros troubles digestifs. Des très gros troubles digestifs. Donc, ceux qui sont. Il y a des allergies qui sont encore différentes de l'intolérance, et ceux qui ne fabriquent plus. C'est pas une allergie, c'est qu'on ne fabrique plus de lactase. Et donc, les personnes qui ne fabriquent pas de lactase ne savent pas digérer le lactose et ça donne des troubles digestifs. Parce que du coup, il y a développement de bactéries au niveau. On a tous plein de bactéries, mais là il y en a plus, ou en tout cas elles sont plus actives, et donc du coup ça trouble le système digestif. Donc, de nouveau, ça, il faut avoir la recette. Si tu l'as pas, si tu ne sais pas fabriquer la saccharase, eh ben, tu ne digéreras pas de saccharose. Ok ? Ce qui est peut-être le cas de plusieurs personnes, c'est pas très grave. Après, tu as d'autres sources de sucre et tu digéreras autre chose. Pour le lactose, c'est particulier parce qu'on est tous colonisés par les Escherichia coli qui adorent le lactose, et donc celui-là, tu le sens passer si tu ne fabriques pas de lactose. Du coup, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? On est en 2020, et bien tu peux manger de la lactase. Donc la lactase, elle existe en médoc. Tu la manges et la fais régler. Donc ce que tu ne fabriques pas toi-même, après, tu peux toujours, on sait le synthétiser. De nouveau, ça reste, c'est pas du vivant, ça vient du vivant, mais c'est une protéine, et donc tu peux juste manger cette protéine, et elle a exactement le même rôle que si tu l'as fabriquée toi-même. Vous voyez un peu l'idée ?
Ça, c'est un exemple concret, parce que la saccharase, c'est moins connu, mais donc il y a souvent, vous verrez, des articles sur des intolérances au lactose, et des gens qui sont malades, qui mangent du lait, ou des produits, des fromages à pâte molle, ou des trucs comme ça. Partout où il y a du lactose, ils vont être malades. C'est lié au fait qu'il y a une mutation génétique, et qu'en fait, ils ne fabriquent plus la protéine sous sa bonne forme, ou la fabriquent plus du tout. Et donc, du coup, c'est pas fonctionnel. Ça marche? Donc, c'est vraiment important de comprendre le lien entre la génétique et le résultat final qui est la protéine et sa fonction dans l'organisme. Ok? Là, le lactose, ça donne une fonction globale qui est observable au niveau du système digestif. Donc je vous demande de faire ce schéma-là. De nouveau un schéma scientifique, donc je vais passer, je vous laisse 5 minutes peut-être faire le schéma. Et je vais passer pour voir si, je ne vous demande pas de recopier complètement avec exactement, je vous demande de faire un schéma scientifique. Donc le schéma scientifique, c'est au crayon. Vous devez mettre un titre et une légende, et la légende, elle n'est pas comme ça, et il n'y a pas de texte, je ne veux pas d'explication ni quoi que ce soit. Je veux juste une ligne avec de quoi on parle. Est-ce que c'est une protéine? Est-ce que c'est un sucre? Ok? Et normalement, le titre devrait expliquer ce qui se passe. Ok? Donc à l'examen, je pourrais vous dire, fais-moi ce schéma-là et explique-moi le fonctionnement d'une enzyme. Alors qu'une enzyme, c'est une protéine. Ça marche? Faire le schéma. Commençons par là. Ouais. Faites le schéma. Et je dis à l'examen, je peux vous demander le schéma avec l'explication, par exemple. Et je vais passer du coup. Je vais passer dans les bancs pour voir si le schéma respecte bien les règles du schéma scientifique. Il n'y a pas mis les règles, juste crayon et la légende qui doit être faite correctement. Tu veux pas écrire, donc tu décides c'est gauche ou droite, mais tu peux pas écrire non. Même chose. Ici, tu peux pas faire. Tu mets tout d'un côté. Tu choisis par exemple, tu mets tout ici, tu fais tout ici, tu fais des lignes et tu mets tout ici. Tu ne pas dans un dessin. Ça c'est important pour l'examen parce que je ne prends pas en compte ce qui est dans le dessin. Même chose. Quand on fait une ligne, elle va nous dire tu peux tu fais des côtés là. Mais quand tu fais une ligne, elle va nous voir, tu fais tous les termes ici. Voilà. Et ici on donne donc des noms génériques. Par exemple le substrat, ici c'est la saccharose pour l'enzyme saccharase, mais ça marche aussi pour le lactose avec la lactase, ça marche pour les intermédiaires de la mélamine selon l'enzyme qui est nécessaire. On appelle enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 et enzyme 7. Les souhaits. Non, non, pas de ouais, c'est nickel, mais après, tu vas rejoindre ta légende. Ouais, les termes après. Tu peux mettre, ou bien tu peux essayer de tout mettre en, tu les mets en liste et tu fais des lignes. T'as pas de crayon? Et pour la bonne fois, l'idée c'est de pas mettre
Si tu as mis par exemple, voilà, dans le schéma, tu ne peux pas écrire dedans. Donc l'idée c'est que tu vas écrire tous tes termes ici, par exemple ton substrat, tu vas mettre jusque-là, saccharase, saccharase, jusque-là. Donc tous les mots doivent être sur des lignes, quoi. Tu les mets en fil à côté. Pas dans le schéma, sinon c'est pas... Ok, donc c'est surtout pour vous rappeler un peu les normes du schéma scientifique. On va vous expliquer un autre mécanisme. Donc, ce qui est important dans votre étude, c'est de bien structurer et de comprendre que, par exemple, quand on va parler des stéroïdes, on est dans les lipides, que quand on parle du glucose et tout ça, on est dans les sucres, que quand on parle des enzymes, on est dans le chapitre sur les protéines. Donc, de bien scinder les différents chapitres pour que, à chaque fois, vous vous repériez à tiens, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'on parle de lipides, de glucides ou de protéines? On va déjà en savoir ce schéma-ci. On continue? Qu'est-ce que le complexe enzyme-substrat? Le complexe enzyme-substrat, c'est justement ton enzyme et ton substrat. Je te dis, lactase, c'est pour le lactose. Saccharase, saccharose. Donc le complexe, c'est le fait que, clic, ça correspond bien. Ah, c'est une fois que ça s'est déjà... Voilà, une fois que ça se lie, on parle d'un complexe. Et on verra les complexes dans l'unité, c'est un peu le même mode de fonctionnement. Maintenant, ce que je veux, parce que tu as l'enzyme toute seule et le substrat tout seul, et quand ils sont ensemble, eh ben, on a un complexe. Maintenant, il y a une régulation de ces différentes enzymes. Hein. Donc, on va avoir une régulation, et c'est-à-dire qu'une enzyme, elle a un but, elle va permettre de créer une réaction, mais dans certains cas, il y a une régulation dans le sens où on ne veut pas, par exemple, tu fabriques quelque chose, mais tu voudrais désactiver l'enzyme qui l'a détruite. Donc là, je suis en train de la fabriquer, c'est pas le moment de la détruire direct, on attend un peu. Et donc, il va y avoir des mécanismes de contrôle de l'action de ces différentes enzymes entre une sorte de bouton on-off, si vous voulez, du fonctionnement de l'enzyme. On a deux manières de contrôler le fonctionnement de l'enzyme. Première manière de fonctionner, c'est l'embouteillage. Tu mets quelque chose déjà ici, il n'y a plus la place. Le complexe ne sait pas se former, la place est prise. Hein? Donc il y a quelque chose qui vient à cet endroit-là et qui bloque, et donc la liaison n'est pas faisable, et donc ça empêche. Okay? Ça, c'est par exemple quand vous allez avoir quelque chose, vous avez par exemple deux sources. Vous avez deux sources. Vous pouvez soit utiliser ça comme substrat, soit un autre substrat que vous allez casser par exemple. Ça marche avec, je prends l'exemple, c'est pas dans la réalité, mais hypothétiquement,
on a le saccharose comme source de sucre et une autre source de sucre. On dit, ben, on va préférer l'autre source de sucre au saccharose. Cet autre, ben, au fructose. On va prendre ça, saccharose, un fructose, ça va marcher. Si, fructose, ça marche. L'idée de dire, ben, si on a du fructose, on ne va pas se fatiguer à aller casser la saccharose en deux pour aller fabriquer du glucose et du fructose. D'accord? Si on a du fructose direct, on utilise celui-là direct. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est-à-dire qu'en présence de fructose, j'imagine, hein, en présence de fructose, le fructose va prendre une des deux places. Résultat, la saccharose ne sait plus venir se mettre, il y a une des places qui est prise. Vous comprenez l'idée? Vu qu'elle bloque la place, ben ça veut dire que tant qu'il y a du fructose, la saccharase ne fonctionne pas. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de compétition, mais où il y a un élément, tant qu'il est là, il bloque le fonctionnement de l'enzyme. Et donc l'enzyme, elle est bloquée, jusqu'au moment où il n'y en a plus, et là l'enzyme fonctionne. Ça, c'est une méthode de régulation. Première méthode de régulation, ici, c'est un inhibiteur compétitif. Inhibiteur compétitif parce qu'ils font une compète sur le même site. Ils essayent tous les deux de s'accrocher au même endroit. Okay, et ça veut dire que quand il y en a un qui a déjà pris la place, ben l'autre il ne sait pas venir, et donc l'enzyme ne sait pas fonctionner comme elle doit fonctionner. Ça va? Donc il y a une compétition sur le site d'accroche. Ok? Autre possibilité, comme compétition, ça veut dire ici, donc vous allez avoir sur le site allostérique c'est celui-là, hein, c'est ça. Ça c'est le site allostérique, le site qui a la forme qu'il doit avoir. Soit on a une compétition sur le site allostérique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient prendre la place et donc ça ne fonctionne pas. Soit on a une autre compétition, donc un autre inhibiteur, donc il y a un autre élément qui va bloquer, mais qui n'est pas sur le site allostérique, qui est ailleurs. C'est-à-dire qu'en présence de cet élément-là, il va venir s'accrocher à l'enzyme, non pas à l'endroit où il doit venir s'accrocher, mais ailleurs. Mais en venant ailleurs, il change de forme. Okay, donc ça veut dire qu'en venant mettre autre possibilité, on disait que le fructose, quand il y a du fructose, le corps est bien fait, il dit bah, on ne va pas se fatiguer à casser ça, on a déjà du fructose, donc on va pas, l'enzyme on la met sur off. Eh bien, première possibilité, le fructose vient prendre une place. Ça c'est une méthode, ça fait l'un ou l'autre. Hein. Ici je donne les deux exemples, mais ça fait l'un ou l'autre. Dans certains cas, ça vient prendre la place, et donc ils sont compétiteurs allostériques, il a pris la place allostérique. Et dans d'autres cas, il vient réguler en compétiteur non allostérique, c'est-à-dire qu'il va venir s'accrocher de l'autre côté, mais qu'en s'accrochant ici, ça change toute la forme de la protéine. Et donc l'enzyme change de forme, et du coup, le Lego, ça va changer la forme ici, et donc ça rentre plus. C'est ce qu'on vous donne comme exemple ici. Premier exemple de dire, bah, regardez ici, le substrat, normalement, il vient s'accrocher ici en courbe, et là, il y en a un autre qui lui prend sa place, et du coup, il ne sait plus venir se mettre. Compétiteur allostérique, il a pris la place sur le site actif. Compétiteur non allostérique, il vient s'accrocher ailleurs, il fait une liaison ailleurs, mais du coup, le truc change de forme, et ça ne convient plus. Quand il n'y a plus de ça, il va se retirer, et en se retirant, ça reprend sa forme normale, et l'enzyme peut recommencer à fonctionner. Ok? Donc là, ça veut dire qu'on a des compétiteurs, dans le sens des inhibiteurs qui vont venir soit prendre la place, et du coup ça ne marche plus, soit venir s'accrocher ailleurs et changer la forme de la place, et donc ça ne marche plus non plus. Ça marche? Ça, c'est une première régulation. Maintenant, ça, je vous donne des exemples où le fait qu'il y ait quelque chose, ça bloque le fonctionnement. Dans d'autres cas, c'est ce qu'on essaie de vous mettre ici, on a un activateur ou un inhibiteur. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, en fait, c'est pas toujours que ça bloque. Dans certains cas, il faut cet élément-là pour que l'enzyme soit fonctionnelle. Donc, ça veut dire que l'enzyme, dans ces cas-là, elle ne fonctionne pas. Et en présence de cet élément-là, elle change de forme et elle devient active. Ça marche? C'est clair pour tout le monde ça? Et ça, c'est assez fréquent. Hein. Pour pas qu'une enzyme soit fonctionnelle pour rien, eh bien, tout simplement, elle n'est pas fonctionnelle. Et quand il y a l'élément qu'on cherche, eh ben, elle va venir s'accrocher et le rendre actif. Donc, dans certains cas, la présence d'une substance va bloquer le fonctionnement de l'enzyme. Dans certains cas, la présence d'une substance va activer
la fonction d'enzyme. Okay. Pour la bloquer, elle peut la bloquer soit, comme je le montre à un autre endroit, soit elle la bloque en prenant la place. Ça marche? Donc activer, c'est plus ou moins toujours à un autre endroit. Ça change de forme et du coup elle est active. Et pour celles qui sont actives mais qui sont momentanément désactivées, c'est soit à un autre endroit, soit à l'endroit de fixation du substrat. C'est clair ça? En gros, deux possibilités, dont une qui en a deux. Activer ou stopper, et stopper, stop à un autre endroit ou sur le lieu de fixation. Ça marche? Donc de manière compétitive ou juste par le fait que ça va changer la forme de la protéine. Donc ça, c'est bien mon enzyme. Et mon enzyme, c'est bien une protéine. Toujours dans le même chapitre. L'enzyme, c'est une protéine. Et donc c'est bien ce que je disais. Une protéine a une structure 3D très importante, puisque quand elle se lie à quelque chose ou pas, elle change de forme. C'est toujours une histoire de forme qui change pas. Ça va? Ou de forme qui est prise, alors ça ne correspond plus. C'est vraiment un petit truc, un petit jeu de Lego, quoi. Faut que ça s'emboîte. Ça marche? C'est clair pour tout le monde ça? Le mécanisme? Donc on a le mécanisme de fonctionnement ici, avec un site qui correspond et qui permet de catalyser une réaction. Et puis on a la deuxième partie ici, qui est la régulation du fonctionnement d'une enzyme, et comment est-ce qu'on stoppe l'activité d'une enzyme, et comment est-ce qu'on déclenche l'activité d'une enzyme. Voilà. Oui. Donc c'est avec compétitif ou non compétitif. Compétitif, c'est évidemment s'ils sont sur le même endroit. Ils combattent pour être sur le même endroit. Dans cette régulation des enzymes, on a un bon exemple de rétroinhibition, ici. Et on vous donne une chaîne de réaction. On s'en fout de quelle réaction on parle, c'est pas ça vraiment important. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce que l'élément va être régulé par un de ces intermédiaires. Alors, essayez de prendre le temps 2 minutes de lire ce schéma et d'essayer de le comprendre. Et de voir, je vous dis pas directement la réponse, de voir comment est-ce qu'on a cette régulation. Donc, je vous lis pour ceux qui ne voient pas bien. Ici, on a bien le substrat initial qui est la thréonine. Ok? Thréonine qui vient se fixer au site actif de l'enzyme 1. Ensuite, on a fabrication d'un intermédiaire, une deuxième enzyme qui le transforme encore un petit peu, une troisième enzyme qui transforme encore en intermédiaire C, une quatrième enzyme, une cinquième enzyme, et ici, on a le produit final. Ok? Et on vous dit, le produit final, qui est l'isoleucine. L'isoleucine, elle va aller se fixer au niveau de ce site allostérique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer la forme du site allostérique, qui est le site actif ne peut se lier à la thréonine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Isoleucine, thréonine. Donc on a thréonine qui est l'élément de base, et on veut fabriquer l'isoleucine. Comment fonctionne le rétrocontrôle ici? On peut dire que le produit qui est fabriqué. Ouais, redis-moi ça parce que je n'ai pas bien entendu. Le produit qui est fabriqué dans la thyronine en fait, qui est fabriquée. Thréonine, ici de base. Oui. Après, mélange d'enzymes donne l'isoleucine qui elle-même encore inhibe la thyronine. Alors, elle inhibe la thréonine désaminase. Donc en fait, elle inhibe pas la thréonine, mais elle empêche la transformation en différentes étapes. Donc elle bloque elle-même la fabrication d'elle-même. L'isoleucine va venir bloquer le début de la chaîne de réaction qui, a priori, va fabriquer de l'isoleucine. Pourquoi? Dans quel moment de la cellule ça fonctionne? C'est parce que l'idée, c'est de dire, tu vas fabriquer de l'isoleucine